continue notre cours. Donc, je rappelle ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, la dernière fois, on a commencé donc, le chapitre Interaction rayonnement-matière. Donc, j'ai dit que ce chapitre est très important pour plusieurs raisons. La première raison, j'ai dit, c'est le fait de connaître comment interagissent les particules avec la matière. Ça nous permet donc de concevoir un détecteur ou bien de fabriquer un détecteur ou bien de connaître comment fonctionne le détecteur. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi qui est importante, ça concerne la protection. Ça concerne la protection. Donc si je connais comment interagissent les particules avec la matière, donc je peux me protéger contre ces radiations. Le fait, par exemple, d'avoir un faisceau de gamma ou bien un faisceau de rayons X. Donc si je sais comment interagissent, si vous voulez, les rayons X avec la matière, donc je peux choisir la matière que je dois placer devant moi, donc comme écran, pour arrêter ces rayons X, ou bien ces gamma, ou bien ces alpha, ou bien bêta, ou bien autres. Donc ça me permet de choisir. Donc je ne peux pas venir comme ça et choisir par exemple 1 mm d'aluminium et je dis je suis protégé par exemple contre les rayons X. Donc je dois connaître comment ils interagissent et avec quelle probabilité ils interagissent avec cette matière et comment je peux atténuer par exemple un faisceau par exemple de rayons X ou bien un faisceau de rayons gamma. La même chose si j'ai par exemple des particules bêta ou bien des alpha, donc si je connais leurs énergies, donc je peux choisir quelle épaisseur je dois mettre pour que toutes ces particules-là seront absorbées dans la matière avant d'atteindre mon corps. Donc ça permet donc la protection contre les radiations. Donc c'est important, c'est pour ça, si vous voulez, que ce chapitre-là est important. Donc la dernière fois, on a commencé à étudier les particules chargées et lourdes, comment ils interagissent avec la matière. Et on avait dit donc que l'interaction c'est purement coulombienne et les deux mécanismes de perte d'énergie pour les particules chargées lourdes, c'était l'ionisation et l'excitation. Donc il y a uniquement ces deux mécanismes. Il y a d'autres, mais ils ne sont pas importants. Donc les mécanismes importants, ça c'est à retenir par cœur. Particules chargées lourdes, ionisation, excitation. Il n'y a pas autre. Il n'y a pas d'autres mécanismes qu'on peut citer ici. L'interaction avec le noyau, etc., on les néglige. La probabilité est très très faible pour avoir cette interaction avec les noyaux. Donc par la suite, on a parlé donc de ces particules chargées lourdes. J'ai dit la trajectoire c'est une ligne droite, d'accord? Pratiquement c'est rectiligne. Les particules, lorsqu'ils reculent dans un milieu, ils ne seront pas déviés, puisque l'interaction se fait avec des électrons. Donc lorsque la particule arrive, il est grosse, donc lorsqu'il interagit avec un électron, donc l'électron sera éjecté, il sera dévié, il sera éjecté n'importe comment, mais la particule continue, si vous voulez, il interagit avec l'autre électron, etc., jusqu'à ce qu'il s'arrête. Donc si vous voulez, la trajectoire est pratiquement rectiligne, donc la trajectoire c'est une ligne droite. Donc ça, c'est la chose principale qu'il faut connaître. Donc ça veut dire que les particules vont avoir un certain parcours, donc ils parcourent une certaine distance de là à là et ils vont s'arrêter. Donc pour me protéger, ce que j'ai dit tout à l'heure, donc je dois connaître ce parcours. Donc si je connais le parcours des particules dans un milieu, donc je peux prendre l'épaisseur du matériau que je dois choisir, qui est égal au parcours. D'accord? Donc dans ce cas-là, je sais que les particules seront absorbées dans la matière, si vous voulez, que j'ai placée avant. Donc ça, c'est la notion, si vous voulez, du parcours. Donc la trajectoire, c'est une ligne droite. Par contre, si la trajectoire n'était pas une ligne droite, je vais avoir autre chose. C'est le cas, par exemple, des électrons. On va le voir par la suite. Donc la trajectoire, j'ai dit, c'est une ligne droite. L'autre chose qui est importante, c'est la perte d'énergie. Lorsque la particule recule, il ne va pas perdre totalement, si vous voulez, son énergie en interagissant avec un électron. Donc la particule recule, il va interagir avec un électron, cet électron sera éjecté, la particule continue son chemin. Il va interagir avec l'autre électron, etc. Donc il va interagir avec un nombre énorme d'électrons. Il va les ioniser, on va avoir un phénomène d'ionisation de plusieurs électrons et chaque ionisation, la particule perd de l'énergie. Donc si cette particule-là, s'il ionise cet électron, c'est parce qu'il lui a fourni une partie de l'énergie, donc son énergie va diminuer. Donc c'est le fait d'interagir avec plusieurs électrons que les électrons seront ionisés et la particule perd de l'énergie. Donc c'est une perte d'énergie pour la particule. Donc si vous voulez, la particule perd progressivement son énergie cinétique jusqu'à ce qu'il s'arrête. Donc cette perte d'énergie, il est très faible. Lorsque la particule entre en interaction avec un électron, il lui communique une certaine impulsion, donc une certaine énergie cinétique, et la particule perd très peu d'énergie. Donc la perte d'énergie, il est très faible. Le delta E qui est perdu par cette particule lorsqu'il interagit avec une particule, un électron, donc cette perte d'énergie est minimale, donc elle est très petite. C'est le fait d'interagir avec plusieurs électrons qui va nous donner une grande perte d'énergie pour que la particule s'arrête.
Et donc ça ne veut pas dire que la particule va interagir avec un seul électron et il s'arrête. C'est l'inverse des photons, par exemple. Vous voyez que le photon, s'il vient, donc j'envoie un photon d'ici, si je vais de l'autre côté et je détecte ce photon, je vais avoir la même énergie. Ça veut dire que le photon, il va traverser la main, s'il sort, d'accord, s'il sort de ma main, il va sortir avec la même énergie, il ne va pas perdre d'énergie. Les particules chargées, ils perdent progressivement. Mais le photon, par exemple, s'il entre et il sort, il va sortir avec la même énergie, il n'y a pas de perte d'énergie. Pour le photon, s'il interagit, il disparaît. La première interaction du photon, ça y est, le photon n'existe plus, il disparaît. Ce n'est pas comme les particules chargées. Il fait une première interaction, une deuxième, troisième, quatrième, etc., jusqu'à ce qu'il perde totalement son énergie. Mais le photon, non. S'il interagit, vous connaissez l'effet photoélectrique, le photon, il vient, il frappe un électron et j'obtiens un électron. Donc c'est l'électron qui porte toute l'énergie du photon. Donc je vais avoir un électron, c'est le photoélectron qui sera produit, il va prendre toute l'énergie du photon. Le photon a disparu. Maintenant, c'est l'électron qui va perdre son énergie à l'intérieur. Donc vous voyez que les photons et les particules chargées, ce n'est pas la même chose. Les particules chargées, progressivement, ils perdent progressivement leurs énergies. Le photon, ou bien il interagit, ou bien il n'interagit pas. S'il interagit, il disparaît. S'il n'interagit pas, il sort de l'autre côté, mais avec la même énergie. Il ne perd rien. D'accord ? Il peut traverser un mur, mais il sort avec la même énergie. Il ne perd rien. Donc c'est ça la différence. Donc j'ai deux choses que vous devriez savoir pour les particules chargées lourdes. Trajectoire rectiligne et la perte d'énergie progressive. D'accord ? La perte d'énergie progressive. Et l'énergie, si vous voulez communiquer à l'électron, il est très faible. C'est-à-dire l'interaction avec un seul électron, il est très faible. Donc avec l'autre électron, c'est la somme, si vous voulez, qui va nous donner la perte d'énergie totale. Maintenant, si vous, par la suite, on a parlé de pouvoir d'arrêt ou bien de pouvoir de ralentissement, j'ai dit ça caractérise un milieu. Donc si j'ai un milieu et j'ai une particule qui vient avec une certaine énergie cinétique, donc j'ai défini le pouvoir d'arrêt ou bien pouvoir de ralentissement comme étant la perte d'énergie par unité de longueur dans ce matériau. La perte d'énergie par unité de longueur, c'est ce qu'on appelle pouvoir d'arrêt ou bien pouvoir de ralentissement. Et c'est le dE sur dx. Donc dE sur dx, c'est en MeV par centimètre. Donc par la suite, on va essayer de déterminer ce dE sur dx pour avoir une idée comment la particule perd l'énergie par unité de longueur. Donc comment on peut l'estimer. Donc on va essayer d'établir une relation qui nous donne cette perte d'énergie dE sur dx. Donc le premier calcul, ça a été fait au début par Bohr, c'était en 1913. Donc Bohr, il a fait un calcul que j'appelle un calcul classique. Un calcul classique très simplifié. Il fait des hypothèses très simples et il travaille dans des conditions très simples. Par exemple, il va supposer que les électrons ne sont pas liés. C'est comme si j'ai des électrons mais ne sont pas liés aux atomes. Ça, c'est la première chose qu'il fait. Donc les électrons, si vous voulez, qui ne sont pas liés. Et de plus, il suppose que les électrons sont europopes. Ça, c'est tout simplement pour faire ses calculs. Donc ça, c'est la première chose qu'il fait. Ensuite, il suppose que la masse de la particule, parce que là, c'est général pour n'importe quelle particule. Ça peut être le pion, ça peut être... L'essentiel, c'est que pour appliquer sur le raisonnement de Bohr, il faut que m, la masse de la particule qui recule, soit très supérieure devant la masse de l'électron. Par exemple, pour nous, c'est le proton, c'est le plus petit. Le proton, sa masse, j'ai dit, c'est 2000 fois la masse de l'électron. Donc la masse de l'électron est très petite devant la masse du proton. Donc on est dans ce cas-là. L'autre chose aussi, c'est que l'impulsion, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'impulsion communiquée à l'électron lors d'une interaction est très faible. Oui, très très faible. Ça c'est clair, on peut le comprendre. J'ai dit si j'ai un électron et j'ai une particule de masse petit m et une grosse boule qui recule, donc lorsqu'il heurte ou bien lorsqu'il entre en interaction avec l'électron, pratiquement cette particule continue. Pour nous, il ne va pas s'arrêter. Il va continuer avec pratiquement la même vitesse. Il y a une petite diminution, il y a une perte, si vous voulez, d'énergie de la particule. Sa vitesse diminue un tout petit peu, mais très faible. Donc l'impulsion qui sera communiquée à l'électron est très faible. Donc il suppose tout ça. Ensuite, il ne tient pas compte des effets relativistes, il ne tient pas compte des effets quantiques, etc. Vous voyez que c'est un calcul très simplifié, très simple. Donc c'est ça ce qu'il a fait pour faire ce calcul. Et ça lui permet donc de déterminer dE sur dx, qui est la perte d'énergie. Donc le calcul Liouville, c'est le calcul de Bohr, c'est 1913, c'est le calcul qu'on va essayer de faire maintenant. Et par la suite, on va corriger. Il y a des corrections qui ont été faites pour reproduire les résultats de des expériences. Et ça nous donne ce qu'on appelle la formule de Bethe-Bloch. Donc cette formule de Bethe-Bloch est très importante, que ce soit en physique nucléaire, physique des particules ou bien physique des matériaux. Donc tous les gens qui utilisent des particules qui reculent dans d'autres,
ils utilisent, si vous voulez, cette formule qu'on appelle formule de Bethe et Bloch. Il est très utilisé. Et maintenant, vous allez voir en E6, cette perte d'énergie dans un TP. Il y a des codes, il y a des programmes qui vous permettent donc de calculer cette perte d'énergie pour n'importe quelle particule, n'importe quel milieu et n'importe quelle énergie. Ça veut dire que vous dites, j'ai un proton de 4 mètres, il recule dans l'aluminium. Donc je connais le milieu, je connais la particule, je connais sa vitesse, donc son énergie, etc. Donc je peux choisir n'importe quelle énergie, n'importe quelle particule, n'importe quel milieu, et je peux déterminer donc la perte d'énergie pour n'importe quelle particule, avec n'importe quelle énergie, etc. Donc ça c'est très important, vous allez le voir en E6, c'est un programme qui vous pour s'habituer avec cette perte d'énergie. J'ai dit à la fin, si vous voulez, la formule finale, c'est ce que j'appelle formule de Bethe-Bloch. Ça a été établi en 1953 et qu'on utilise jusqu'à présent avec des petites modifications. À chaque fois, on trouve des termes correctifs. Ça dépend des phénomènes étudiés. Mais en gros, je vais vous donner la formule finale qu'on utilise souvent. Maintenant, on va commencer à cette étude-là, c'est-à-dire déterminer cette perte d'énergie, c'est-à-dire dE sur dx. Pour commencer, la première chose que je dois faire, qu'on va faire, c'est supposer que j'ai un choc frontal. Ça veut dire que la particule, il recule et il trouve l'électron devant, donc sur la même trajectoire. On dit qu'on a un paramètre d'impact B. Donc comment on définit, si vous voulez, le paramètre d'impact? Supposons que j'ai une particule, si vous voulez, il est comme ça, il recule, et ça c'est la particule, et j'ai par exemple un électron ici. Donc ça c'est la direction de la particule, il vient avec une vitesse par exemple V0, c'est ça la trajectoire de la particule. Et il rencontre par exemple un électron qui est ici. Je suppose qu'il y a un électron qui est là. Donc le paramètre d'impact, c'est la distance minimale entre la direction de la particule et l'électron. Donc c'est ça ce que j'appelle paramètre d'impact. C'est cette distance-là. Donc cette distance, je vais l'appeler B et ça s'appelle paramètre d'impact. Vous voyez que si B égale 0, c'est-à-dire si je prends B égale 0, l'électron qui était ici, il vient là. Dans ce cas-là, c'est un choc frontal. Ça veut dire que la particule va entrer en interaction directe avec l'électron. Donc dans ce cas-là, je dis que j'ai un choc frontal. C'est la même chose que si j'ai deux billes, une grosse bille et une petite bille, qui vont entrer en choc élastique. Donc ce qui m'intéresse moi pour ce cas-là, lorsque j'ai un choc frontal, c'est déterminer tout simplement la vitesse maximale que va avoir l'électron, d'accord, que va avoir, si vous voulez, maintenant le cas qu'on va étudier, c'est un choc frontal. J'ai un électron ici et j'ai la particule qui recule. Ils vont entrer en interaction, d'accord, en choc élastique. On va prendre le cas du choc élastique. L'électron, si vous voulez, il va dans ce sens et la particule va, si vous voulez, dans un autre sens en faisant un angle θ et phi. Θ pour la particule M et phi pour l'électron. Et on va déterminer la vitesse maximale que va avoir cet électron. Au début, il est au repos. Mais par la suite, après le choc, il va avoir une certaine vitesse. Je vais essayer de voir quelle est la vitesse maximale que va avoir la particule après le choc. Donc c'est ça ce qu'on va essayer de faire au début. Donc ça revient à ça. J'ai une particule, c'est ça. Il a une masse m et une charge z. Et possède une vitesse v0. Donc il a une certaine énergie cinétique T0. Possède une énergie cinétique, si vous voulez, T0. Et j'ai un électron, parce qu'il s'agit d'un choc frontal, donc j'ai un électron qui est ici, il a une masse ME, il est au repos. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, je suis en train de travailler dans le système du laboratoire. J'ai une cible et je la bombarde par des particules de masse M. Donc ça, c'est la cible. Donc le référentiel est lié à l'électron. Donc l'électron est au repos dans ce système du laboratoire. Donc après le choc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, si vous voulez, la masse M, il va, si vous voulez, dans ce sens. Donc ça, c'est la M. Il va avoir une certaine vitesse que je note V1. Et j'ai l'électron, si vous voulez, il va partir, par exemple, comme ça. Donc ça, c'est V, petit v, V1, c'est E. Donc c'est de l'électron, d'accord? Et la masse, l'électron, si vous voulez, il a une masse M. Ensuite, maintenant, j'ai un angle ici que je note θ, et ici, j'ai un angle que je note phi. D'accord? Donc, ça, c'est une diffusion élastique simple. Le but, j'ai dit le but, c'est de déterminer ce V max. Quand est-ce que ce V, c'est-à-dire l'électron-là, il va partir avec une vitesse maximale. Ça veut dire que je suis en train de chercher l'énergie cinétique maximale de cet électron-là. Alors, le but. Maintenant, quelles sont les données et qu'est-ce que je cherche? Je connais T0, donc V0, je connais M, je connais Z, je connais ME, je ne connais pas V1, je ne connais pas V2, V1E,
je ne connais pas phi et je ne connais pas θ. Donc j'ai 4 inconnus. Donc pour résoudre ça, il me faut 4 équations. Donc maintenant, pour moi, pour trouver les équations, toujours les lois de conservation. Conservation de l'énergie, ça c'est un choc élastique, donc conservation de l'énergie cinétique. Donc conservation de l'énergie, ça va me donner une relation. Conservation de la quantité de mouvement, hein, ça doit me donner, dans ce cas-là, parce que j'ai des angles, donc ça doit me donner 2 relations. Donc au total, je vais avoir 3 relations. Donc je vais avoir 3 relations, mais j'ai toujours 4 inconnus. Le système ne peut pas être résolu. Donc dans ce cas-là, je suis obligé de fixer l'un des paramètres. Donc je fixe le phi. Comment je fixe le phi? Tout simplement, par exemple, je suis en train d'étudier ça, donc je place mon détecteur ici, et qui fait un angle phi par rapport à la direction initiale. Donc je place mon détecteur. Par la suite, je fais varier le phi. Je place mon détecteur ici, par la suite ici, et étudier, si vous voulez, étudier ça. D'accord? Donc je fixe un phi en plaçant, si vous voulez, un détecteur à une position en phi qui est donnée. Maintenant, si je fixe le phi, donc il va me rester, si vous voulez, V1 θ et V1 e. Donc c'est ça les inconnus. J'ai 3 équations, 3 inconnus. Vous pouvez maintenant résoudre votre système. D'accord? Si vous résolvez le système, vous allez déterminer V1 et V2. Vous voyez l'énergie cinétique, conservation de l'énergie cinétique, ça vous donne ça, c'est très simple. La conservation de la quantité de mouvement, donc ça s'écrit MV0 est égal à MV1 plus MEV1. Donc c'est très simple. Maintenant, vous avez ça, c'est votre référentiel. Donc si je projette selon l'axe des x, vous allez obtenir le cosinus θ. Là aussi, c'est le cosinus phi. Je projette ça et ça. Ici, la projection, ça me donne le total. Ça va me donner, si vous voulez, MV0. MV0 est égal à MV1 cosinus θ plus MEV1 cosinus phi. Ça, c'est la première relation. Ensuite, je projette selon l'axe des y, la même chose. Et vous allez avoir donc 3 équations, 3 inconnues. Vous éliminez le θ au début. Vous avez sur le polycopier ça. Donc vous éliminez le θ et par la suite vous déterminez V1 et V2 facilement. Donc vous avez 3 équations, 3 inconnues, donc vous pouvez facilement. Donc après calcul, vous le faites, c'est simple, hein, il n'est pas très compliqué. Après le calcul, vous trouvez l'expression de V1. V1 c'est ça, c'est la vitesse de la particule. Donc V1 est égal à ça et le V1 de l'électron, qui est en bas, est égal à 2m1 V0 cosinus phi sur m1 plus me. Donc voilà, j'ai trouvé les vitesses. Maintenant, j'ai dit, ce qui m'intéresse moi, c'est quelle est la vitesse maximale qui est donnée à l'électron. Quand est-ce que j'obtiens une vitesse maximale pour l'électron? J'ai la seule variable ici, c'est le phi. D'accord? J'ai le phi qui varie. Donc le maximum pour V1, par exemple, V1 max, c'est lorsque cosinus phi égale 1, c'est-à-dire phi égale 0. D'accord? Donc la vitesse, l'électron va avoir le maximum de la vitesse lorsqu'il est éjecté à phi égale 0, c'est-à-dire selon la direction initiale. Et maintenant, si je remplace cosinus phi, donc si cosinus phi égale 1, vous voyez que V1 max, c'est 2m sur m plus me V0. Et la vitesse minimale, donc ici le point maximum, donc je vais avoir V1 minimal, c'est lorsque cosinus phi égale 0 toujours. Cosinus phi égale 0, vous obtenez V1 min. Donc V1 min, vous obtenez m moins me sur m plus me V0. D'accord? Donc j'ai obtenu V, c'est-à-dire la particule m va partir avec une vitesse minimale. Qu'est-ce que ça veut dire vitesse minimale? Ça veut dire qu'il a perdu le maximum de son énergie. Il est entré avec T0, hein, qui est avec une vitesse V0 si vous voulez, et il a fini avec une énergie cinétique T1 qui est tout simplement, qui correspond à une vitesse V1. Donc il a perdu le maximum de son énergie cinétique. Ça veut dire que l'électron a gagné le maximum. Il sort avec le minimum d'énergie, ou l'électron il a gagné un maximum d'énergie cinétique. Donc dans ce cas-là, la perte d'énergie, si vous voulez, de cet électron-là, de cette particule-là, delta E est égal tout simplement à T0 moins T1. T0 moins T1, ça me donne la perte d'énergie de cette particule. Cette particule, elle est entrée avec T0 et je la retrouve avec T1. Donc ça veut dire qu'il a perdu. Donc la perte, c'est initiale moins finale. Donc ça me donne combien la particule a perdu. Donc delta E égale T0 moins T1. Delta E max maintenant, delta, le maximum, c'est lorsque ça, si vous voulez, c'est minimal. Parce que le T1, il sort avec le minimum d'énergie. D'accord? Ça, c'est minimal. Donc delta E1 est égal à T0 moins T1 min. D'accord? Moins T1 min. Donc si vous faites ça, vous remplacez, donc c'est 1 demi m V0 au carré moins 1 demi m V1 min au carré. Et ça vous donne donc le delta E max. Le maximum d'énergie, c'est 4me m T0 sur me plus m au carré. Donc voilà le maximum d'énergie qui est perdu par la particule et qui est gagné par l'électron. Donc s'il est perdu par la particule, ça veut dire qu'il est gagné par l'électron. L'électron, il va gagner, et que la particule va perdre.
La particule, en reculant, il perd de l'énergie et il communique ça, si vous voulez, à l'électron. Du point de vue vitesse, vous voyez que si je prends la vitesse V1 max, le maximum de la vitesse, si je suppose, puisque j'ai ME très petit devant M, ME, la masse de l'électron, est très petite devant la masse, par exemple, du proton. Donc je peux négliger la masse de l'électron. Donc ça va me donner 2m sur 2m, je néglige ME devant M, donc ça va me donner 2m sur 2m, c'est-à-dire 2V0. Donc la vitesse maximale que peut avoir l'électron, c'est 2 fois V0. V0, c'est ça, c'est la vitesse de la particule initiale. Donc V1 max est de l'ordre de 2 fois V0. On va l'utiliser par la suite, il faut s'en souvenir de ça. Donc ça, c'est pour avoir une idée lorsque j'ai un choc frontal. Je n'ai pas tenu compte de quelque chose qui est... Je n'ai pas parlé de diffusion, la diffusion coulombienne ou autre. Je suppose que j'ai un choc frontal, tout simplement pour avoir une idée sur l'énergie cinétique maximale qui sera transférée à l'électron, ou bien la perte d'énergie maximale de la particule M. Maintenant, on va commencer notre travail, c'est-à-dire chercher la perte d'énergie lorsqu'une particule entre dans un milieu. Donc j'ai mon milieu, ça c'est mon milieu, et j'ai une particule, par exemple proton ou je ne sais pas quoi, qui va entrer, si vous voulez, dans ce milieu, il va perdre de l'énergie. Donc je suppose que la particule va entrer, je suppose que j'ai un électron ici, d'accord, un électron quelconque maintenant, je prends une distance, un paramètre d'impact B quelconque. Paramètre d'impact, j'ai dit, c'est une distance entre l'électron et la direction initiale de la particule. Donc ça c'est un paramètre d'impact B quelconque. Donc maintenant, je vais étudier, lorsque cette particule vient de moins l'infini et il va jusqu'à plus l'infini, quelle est l'impulsion ou bien quelle est l'énergie cinétique qui sera communiquée à cet électron. C'est ça ce que je vais chercher. Donc, si vous voulez, comment on va organiser notre travail. Au début, je vais chercher, si vous voulez, l'énergie qui est communiquée à un seul électron. Donc, je prends un seul électron et je dis, si cette particule passe, quelle est l'énergie, si vous voulez, qui sera communiquée à cet électron-là. Un seul électron. Mais le problème, c'est que pour moi, il n'y a pas un seul électron. Dans le milieu, il y a, si vous voulez, des atomes. Donc, il y a un nombre, si vous voulez, illimité d'électrons. Donc, au début, on va raisonner sur un électron. Quelle est l'énergie qui sera cédée à cet électron lorsque la particule passe? Mais la même chose, ça va être pour les autres. Si je prends ça, d'accord? Et je prends un électron qui est ici, toujours à le même paramètre d'impact. D'accord? B. D'accord? Donc, cet électron ou bien celui-là, c'est la même chose. Tous les deux se trouvent à un paramètre d'impact B qui est égal, paramètre d'impact qui est égal à B. Donc ça veut dire que l'énergie qui sera communiquée à cet électron, ou bien l'énergie qui sera communiquée à cet électron, c'est la même chose. Hada aussi, il est situé à un paramètre d'impact B. Toujours la distance, c'est B. Donc cet électron et cet électron, la même chose. Ou là maintenant, si je fais un cercle, d'accord, si je fais un cercle, il faut le voir l'axe. Ça, c'est l'axe de ce cercle. Donc tous les électrons qui se trouvent sur la circonférence, ils vont avoir toujours la même énergie cinétique. Si j'ai un électron ici, il va recevoir une énergie cinétique T. Un électron ici, il va recevoir une énergie cinétique T. Un électron ici, la même chose. Donc tous les électrons vont avoir la même énergie cinétique. Vous voyez qu'au début, je vais chercher l'énergie cinétique communiquée à un seul électron. Après, je vais généraliser pour tous les autres électrons. Donc commençons par l'énergie cédée à un électron. Donc ça veut dire que je suis dans ce cas-là. Je suis dans un cas comme ça. Donc j'ai cette particule, il a une masse m, une charge z et une vitesse v0. Donc ça c'est la particule qui recule. Il a une vitesse, si vous voulez, il vient de moins l'infini à plus l'infini. L'infini plus l'infini. Ça c'est le milieu. Pour moi le milieu, je suppose moins l'infini plus l'infini. Et un électron qui est ici, il est au repos. Donc selon Bohr, cet électron-là, il est au repos. Il n'est pas lié. Je suppose au début qu'il n'est pas lié à l'atome. Ils sont libres et au repos. Et maintenant, je suppose que cette particule passe rapidement. Donc, j'ai l'électron qui est ici, et la particule, si vous voulez, il passe très vite. Donc, ça aussi, il fait une supposition là aussi. Il suppose que lorsque la particule passe très vite, d'accord, l'électron n'avait pas le temps de bouger. Donc, c'est après que la particule vient de moins l'infini, il passe à l'infini, c'est après que l'électron va subir l'interaction et il va être attiré. Donc, il va être, si vous voulez, arraché de l'atome. Donc, on suppose que la particule passe très vite, l'électron il est là. Donc, l'électron n'avait pas le temps de bouger avant que la particule s'éloigne. D'accord? Donc, on suppose qu'on est dans ce cas-là. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je vais prendre une position. La particule vient de moins l'infini, il va vers l'infini. À un certain instant, il est là. Il est à cette position. Donc, s'il est à cette position, j'ai dit, la particule est chargée, il crée un champ électrique partout.
D'accord? Il va créer un champ électrique partout. Donc le champ électrique qui sera créé ici, hein, c'est E. Donc l'électron qui est là, donc cet électron, il va être soumis à la force coulombienne. F égale Q sur 4pi epsilon 0 R carré. Donc cet électron sera soumis à une force qui est due au champ créé par cette particule. Donc cet électron-là, il va être soumis à une force F. Donc je vais noter ça, F. Donc F, j'ai dit, est égal à Q sur 4pi epsilon 0 R carré et un vecteur unitaire U. Donc R, c'est ça. Donc ça, c'est la distance R. La force égale Q sur 4pi epsilon 0 R carré. Donc ça, c'est R carré, ça, c'est R. Donc cette distance-là, c'est X. Et je vais noter ici un angle que je note, par exemple, θ, d'accord, que forme, lorsqu'il est à cette position. Donc je connais ça, ça c'est B fixe, parce que j'ai pris l'électron qui est situé à un paramètre d'impact B. Je connais la particule, par exemple, qui est située à cette position, elle a une position X. Et R, c'est la distance qu'il y a entre l'électron et la particule. La force, donc maintenant je connais l'expression de la force. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit la particule, l'électron il est là, la particule passe très vite. Hein, il passe en faisant tout de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que lorsque la particule passe complètement, d'accord, quelle est la force totale qui s'exerce sur l'électron? Lorsque la particule est là, il y a cette force. Lorsque la particule était ici, il y a une autre force. Lorsque la particule était là, il y a une autre force. Lorsque la particule est ici, la force elle est de ce côté. D'accord? Donc lorsque la particule est là, la force elle est de ce côté. Donc il va être soumis, si vous voulez, à plusieurs forces. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la résultante totale, la résultante des forces qui s'exercent sur la particule. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc si on regarde ça, à votre avis, la direction de la force elle sera portée par l'axe des X, l'axe des Y, l'axe... Donc lorsque la particule est là, la force elle est comme ça. Mais maintenant, si je prends le point symétrique, donc dans ce cas-là, si vous voulez, vous allez avoir la force qui est là. Maintenant, la résultante des forces. La résultante des forces, si je présente selon l'axe des X, vous voyez qu'ils s'annulent 2 à 2. Les composantes selon l'axe des X vont s'annuler 2 à 2. Maintenant, l'autre de l'autre côté. Par contre, la composante selon l'axe des Y, il s'ajoute. Donc on va garder uniquement la composante selon l'axe des Y. Donc c'est uniquement la force, je vais sommer toutes les composantes selon l'axe des Y et pas les autres. Donc la composante selon l'axe des Y, F, donc F si vous voulez perpendiculaire, que je note F perpendiculaire, c'est tout simplement Q sur 4pi epsilon 0 R carré sinus θ. En composante, parce que ça c'est θ, donc la composante selon l'axe, ça c'est... Donc vous allez avoir θ, donc c'est le sinus, d'accord? Donc sinus θ, donc la composante perpendiculaire, si vous voulez, que je note, donc c'est Q sur 4pi epsilon 0 R carré sinus θ. Donc je vais sommer toutes les composantes perpendiculaires, F perpendiculaire. Donc voici la force. Autre chose, ce qui m'intéresse moi, donc la force vous l'avez, donc F perpendiculaire ZE carré sur 4pi epsilon 0 R carré sinus θ. Maintenant, ce qui m'intéresse moi, c'est quelle est l'impulsion qui sera communiquée à cet électron? Quelle est la quantité de mouvement? Quelle est l'impulsion lorsque cette particule passe? L'impulsion totale qui sera communiquée à cet électron est égale à quoi? Donc c'est ça ce que je cherche. Je cherche l'impulsion. Si je connais l'impulsion, je détermine l'énergie cinétique. Donc l'impulsion, si j'ai la force vous la connaissez, F égale dp sur dt. Donc l'impulsion communiquée grâce, si vous voulez, à la force F pendant le temps dt, c'est dp. Maintenant, si j'intègre de moins l'infini à plus l'infini, donc dp, si vous voulez, dp, ce n'est rien d'autre que f dt. dp est égal à f dt. Donc ça veut dire que je vais avoir l'impulsion totale qui sera communiquée, c'est la somme de toutes les impulsions multipliées par dt, donc c'est la somme de toutes les f dt. Donc si j'intègre de moins l'infini à plus l'infini de f perpendiculaire dt, ça va me donner l'impulsion totale qui est communiquée à cet électron. Donc l'impulsion totale communiquée à cet électron lorsque la particule passe de moins l'infini à plus l'infini est égale à delta P qui est égal à F dt. Qui est égal à F dt. Donc je somme sur toutes les composantes selon l'axe des Y, les composantes perpendiculaires. Si je remplace, donc ça me donne ZE carré sur 4pi epsilon 0 R carré dx. Déjà le dt, pour remplacer dt, donc lorsque je fais un parcours, si vous voulez ici, dx, la vitesse c'est v, donc dx est égal à v dt. Donc dx il est parcouru pendant le temps dt, donc dx est égal à v, la vitesse multipliée par le temps. Donc dx est égal à v dt. Donc dt est égal à
dt est égal à dx sur v. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc j'obtiens donc cette expression. Qu'est-ce que vous constatez? Je vous constate que cette fonction-là, il dépend de x, il dépend de r et il dépend de θ. Donc j'ai trois variables. Et est-ce qu'ils sont tous les trois, est-ce que je peux considérer les trois comme étant des variables indépendantes? Non. Donc j'ai x et θ et r, ils sont liés. Donc je dois exprimer cette expression-là ou bien en fonction de θ, ou bien en fonction de r, ou bien en fonction de x. Je dois choisir. Mais je ne dois pas garder, je ne peux pas garder les trois. Il dépend soit de θ, on prend uniquement le θ, j'exprime les autres en fonction de θ, ou bien r, ou bien x. Donc dans notre cas-là, le plus simple, c'est d'exprimer le tout en fonction de θ. Donc on va exprimer le tout en fonction de θ. Vous voyez que j'ai, par exemple, je ne sais pas, si je prends par exemple le sinus θ égale à quoi? C'est b sur r. J'ai par exemple tangente θ est égal à b sur x. Donc x est égal à b cotangente θ. Donc dx, je dérive la cotangente θ. Donc ça va me donner dx égale à moins b sur sinus carré θ dθ. J'ai sinus θ, j'ai dit c'est b sur r. Donc je remplace r par b sur θ. Voilà ce que j'obtiens, d'accord? Donc j'obtiens moins ze carré sur 4pi epsilon 0, bv 0 à pi. Donc pourquoi 0 à pi? Donc si x vient de moins l'infini, la particule vient de moins l'infini. Donc lorsque je suis à